On a demandé à beaucoup de gens de nous référer des entreprises progressistes et croyez-le ou non, il y a plusieurs personnes qui nous ont parlé de Catherine Dubé de Coboom. Donc, c'était immanquable, il fallait qu'on lui parle et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il était une fois une Catherine Dubé qui était tannée d'entendre. Mes employés ont besoin de se responsabiliser et ils ne le font même pas. Catherine a décidé de prendre un cocktail avec un pirate et de montrer qu'il est possible d'aplanir de plus en plus les relations de travail. Voici son histoire. Salut les pirates, ça va bien? J'espère que oui. Vous allez voir que je suis un peu tout seul aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre barbe que moi, mais j'ai Catherine Dubé aujourd'hui. Ça va, Catherine? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Je suis tout seul parce que Maurice a un rendez-vous, donc on va faire ça toi et moi. J'espère que ça te convient. Ça me convient Euh, parfaitement. le, le nom de la capsule, ça s'appelle Cocktail avec un pirate. Là, on est un peu en matinée, fait que j'ai mis un petit peu d'alcool dans mon café. Toi, je pense comprendre que tu n'es pas en mesure de boire de l'alcool en ce moment. Non, pas Tu veux encore. qu'on en parle ou on Ben, regarde en ça, fait, la famille va s'élargir dans les prochains mois, donc là, je suis à l'eau. félicitations. Donc, Merci. vas-y pour l'eau. Écoute, si tu mélanges deux sortes d'eau, ça fait un cocktail. Oh oui, l'eau pétillante avec de l'eau. Voilà, c'est C'est bon. parti. Donc, Catherine, tu es, je pense que tu es propriétaire ou copropriétaire, hein? Vous êtes plusieurs. Copropriétaire. Copropriétaire de Coboom. J'aimerais ça te donner une minute pour me parler de toi et de Coboom. Fais ça comme tu veux. Je te laisse aller. Parfait. Bon, ben Catherine Dubé, moi j'ai joint l'entreprise familiale en 2013, donc ça fait maintenant 7 ans que je travaille, je collabore quotidiennement avec mon père, donc super belle relation. On a la chance d'être une équipe majoritairement féminine dans un domaine majoritairement masculin. Donc on est en conseil en management, on accompagne les entrepreneurs pour améliorer leur vente puis améliorer aussi leur profitabilité par du conseil en management au niveau stratégique, opérationnel puis organisationnel. Puis, depuis maintenant 4 ans, j'ai pris la voie de l'entreprise responsabilisée. Donc, j'ai décidé d'aplanir ma structure pour que ça me ressemble davantage. C'est bon. Fait que comme on dit au Québec, les bottines suivent les babines. Pour moi, Koboom, c'est un laboratoire où que OK. j'essaye mes meilleures pratiques, j'essaye tout ce que je lis. Puis si ça fonctionne, après, je me dis là, j'ai été mon cobaye, je peux le faire avec mes clients. Ouais. Fait que ce que vous dites que vous le faites puis vous l'essayez d'abord. Tout à fait. Ça ressemble beaucoup à ce que Maurice faisait avec son ancienne compagnie. Avant de risquer l'argent des autres, il risquait la sienne. C'est une bonne pratique, ça permet aux gens d'avoir confiance. Ouais. Catherine, tu n'es pas à ta première expérience en podcast, là. Non. Je pense que vous J'ai en 2 avez eu, là. podcasts. Tu en as eu ou est-ce qu'ils sont encore là? Ben, ils sont encore là, en fait. On a un podcast Entreprendre autrement j'ai eu la chance d'interviewer des entrepreneurs qui m'inspiraient et qui entreprenaient différemment. Puis cet été, puis au printemps, en fait, printemps-été, on a fait le podcast Management 101 pour expliquer justement c'était quoi le management et ça mangeait quoi en hiver. Cool, ça. OK, super. Là, on s'est, évidemment, comme avec tous mes invités, hein, on s'est parlé avant le podcast, puis il y a quelque chose qui a vraiment marqué mon attention. Dans notre podcast, on parle souvent des 9 tendances des entreprises progressistes. OK? Puis les tendances, ils ne font pas tout ça à l'extrême. C'est un spectre. Hein. Il y en a qui le font un petit peu moins, il y en a qui vont plus loin dans chacune des tendances. J'ai remarqué que ce que tu m'as parlé là, répond à 6 minimum des 9 tendances. Fait que moi, ce que je voulais te proposer comme entrevue aujourd'hui, c'est serais-tu d'accord qu'on regarde les 9 tendances puis qu'on essaie de voir où est-ce que vous vous situez avec Kobo? Oui, je suis curieuse aussi de Ah, voir ces 9 tendances-là. Oui. puis là, pour les auditeurs, je pense pas que tu les connais, là. Non, Donc, pas. là, j'ai pris des notes, puis si t'es pas certaine, je vais te rappeler ce que tu m'as dit la première fois qu'on s'est parlé. Parfait, on fait OK. ça. La première tendance des entreprises progressistes, c'est qu'elles commencent à délaisser le focus sur les profits, puis ils commencent à mettre plus de focus sur les valeurs et la raison d'être. Ça ne veut pas dire qu'on ne se soucie pas des profits, c'est juste qu'on ne met pas le focus dessus. Puis, c'est plus important de suivre ses valeurs, suivre ses principes, suivre sa raison d'être. À quel point ça te parle, ça? À 120%. Pour moi, le profit, c'est un résultat d'avoir bien réalisé notre mission puis nos valeurs. Donc, notre mission, c'est co-créer les entreprises de demain. Puis pour moi, co-créer, ça veut aussi dire le mode d'action. Je collabore, je ne suis pas en mode expert, je ne suis pas en mode professeur, je suis en mode co-création. Puis au niveau des valeurs, ben, on choisit nos collaboratrices sur le plaisir, l'esprit d'équipe, la créativité, mais je fais aussi attention à mes partenaires, même mes clients. Dernièrement, justement, en fait, hier, Camille a
soulevé à un client, comme quoi qu'on n'était pas en respect avec nos valeurs. Donc, on voulait arrêter le mandat s'il n'y avait pas de réalignement au niveau des valeurs. Donc, chez nous, c'est la façon qu'on gère. Donc, vous donnez le droit de choisir ou carrément d'arrêter de faire affaire avec des clients s'ils ne respectent pas vos valeurs. J'imagine que c'est donnant-donnant. Vous devez aussi respecter les leurs. Oui, Il n'y a pas une adéquation puis une adhésion là, à certaines valeurs. Exactement. Puis nous, dans notre contrat de service, il y a nos 10 commandements comment on fait vivre nos fameuses valeurs. Tu sais, le 10e commandement, c'est si tu n'es pas d'accord avec les 9 premiers, on n'est mieux pas de faire affaire ensemble. Comme ça, on n'a pas de fun. Donc, on a vraiment mis les 10 commandements qui étaient justement comment ces valeurs-là qu'on a, créativité, plaisir, esprit d'équipe, se vivent avec nos clients, parce que c'est différent de l'interne avec l'externe. Mais au moins, on est clair tu sais, que quand le client signe l'offre de service, il y a les 10 commandements qui signent en même temps. Tu disais des valeurs, c'est créativité? Esprit d'équipe et plaisir. 3, c'est simple. Oui. Ça peut être compris de façon complètement différente par bien des personnes. Des fois, c'est une bonne chose parce qu'on peut l'appliquer à notre sauce. Ouais. Comment est-ce que tu t'assures que vous les faites vivre au jour le jour, ces valeurs-là? À part les 10 commandements. À part les 10 commandements, chacun a sa définition. Pour nous, la créativité, c'est de sortir des sentiers battus et d'essayer de se réinventer. Donc, c'est pas nécessairement de peinturer ou quoi que ce soit, c'est vraiment dans un mode de pensée. Esprit d'équipe, c'est de travailler ensemble, entre nous, avec nos clients, avec nos partenaires. Donc, ça a cette définition-là. Puis le plaisir, c'est d'avoir du plaisir dans tout ce qu'on fait, même si c'est difficile, même si on a des enjeux. Donc, c'est pas nécessairement jouer au baby-foot, c'est pas nécessairement de j'aime tout ce que je fais. Le plaisir, c'est dans ce que je vis, j'ai du plaisir malgré tout. Donc, comment on s'assure? Nous, c'est honnêtement la meilleure façon qu'on les fait vivre, c'est à la fin de chaque journée. Là, on fait un petit tour de bienveillance, on se connecte tout le monde à 4h30, puis on se demande, c'est quoi mon bon coup, c'est quoi mon mauvais coup, puis qu'est-ce que j'ai envie de partager. Puis ces valeurs-là, l'esprit d'équipe se vit de cette façon-là. Le plaisir, justement, en partageant nos bons coups, mauvais coups, il y a souvent des bons fous rires. Ouais. Puis finalement, l'aspect créativité, en partageant nos idées ensemble, on vient de faire vivre que nos fameux touchpoints de fin de journée, puis on a des réunions un peu plus longues en début de semaine ou en fin de la semaine, dépendant du moment de l'année, ça nous permet de vivre ces valeurs-là vraiment de façon quotidienne. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'un employé ou un collègue vienne te voir et te dise « Écoute, j'ai plus de plaisir ». Pas au niveau du plaisir. Nous, souvent, ce qu'on a eu, c'était... J'ai déjà eu une employée qui est venue me voir, j'ai pas de plaisir à travailler avec elle. Donc, avec ma collègue numéro X. Ça arrive parce que, tu sais, on a différentes personnalités. Mais par contre, pour moi, c'est beaucoup dans la communication parce qu'au-delà du plaisir, c'est pas nécessairement parce que je n'irai pas prendre avec une bière avec toi à 5 heures que je peux pas avoir du plaisir à travailler avec toi. Puis c'est souvent un manque de communication parce que si tout le monde s'est engagé dans la même direction, souvent c'est un manque de communication dans la façon de travailler. Donc, il y a souvent des réalignements à ce niveau-là. Je te dirais, c'est plus entre nous que, tu sais, j'ai déjà eu des employés qu'il a fallu que je dise, je sais que tu as du fun, là, mais tu n'es pas sur ton X, tu sais, vogue, justement. Oui. Ça, c'est plus souvent arrivé. OK. Je te posais la question parce que j'ai déjà été dans une entreprise, donc le plaisir, avoir du fun, c'était une valeur qui était non négociable. Puis quand je suis allé dire à quelqu'un d'assez haut placé, c'est parce qu'on est tous misérables avec ton client. Il a dit, ce que tu veux que je fasse, c'est le client. Fait c'est pour ça que je pense que c'est plus important d'avoir des valeurs qui sont plus plates, mais d'être capable de les faire respecter. Oui. D'avoir des valeurs qui sont complètement différentes, là, des affaires qu'on ne voit jamais, mais que ça n'arrive pas. Tu sais, le plaisir, pour moi, c'est un engagement envers mes employés. Si tu n'as pas de fun avec un client, on ne va pas s'acharner, on va finir notre engagement, puis on va passer au suivant. Tu sais. Par contre, si après, il n'y a ni de plaisir, ni d'esprit d'équipe, ni rien, arrêtons ça maintenant parce que là, il n'y a rien qui va pouvoir amener. Mais c'est vraiment important. Puis chez nous, même, il y a même la règle que si tu renouvelles un client, parce que nous, on est tout inclus aux ventes, tu renouvelles un client que personne n'a du fun, c'est ta responsabilité de livrer ce projet-là, puis ça ne sera pas à tes collègues de livrer. Oh, intéressant. C'est pas juste... moi, je dirais ça. Fait qu'il y a quand même une responsabilité. Tu es quand même imputable de ce que tu fais. Tu ne peux pas faire n'importe quoi puis dire puis aller te plaindre à Catherine après. Là. Non, puis tu ne peux pas lancer la patate chaude à ta collègue. Tu ne peux pas comme... Puis tu sais, même chose pour moi, s'il y a des clients que moi, j'ai rentré comme chapeau dans mon chapeau de vente,
puis que mes filles n'ont pas de plaisir, puis que moi, je veux absolument qu'on le fasse, ben, il faut que je m'implique. Je ne peux pas m'impliquer. Ah, c'est bon. On va passer à la deuxième tendance. Oui. Les entreprises progressistes délaissent les pyramides hiérarchiques, ils vont vers des réseaux d'équipes. Ça va décrit bien ce qu'on est. Hein? En fait, nous, on est aplani, il n'y a pas de niveau hiérarchique, outre qu'on a une équipe de gouvernance, qu'on est un trio où on prend les décisions en lien avec l'actionnariat. C'est-à-dire que les décisions qui appartiennent dans l'actionnariat, la stratégie de prix, par exemple, est dans la gouvernance. Est-ce qu'on a besoin d'embaucher ou pas? C'est soulevé par l'équipe, mais si c'est confirmé par la gouvernance. Puis, c'est quoi les nouveaux services qu'on lance? Donc, ça, c'est dans la gouvernance, mais après, il n'y a pas d'autres niveaux. Tout le monde est au même niveau. Fait qu'il y a quand même, on s'entend, la plupart des entreprises, même progressistes, ont quand même un certain niveau de hiérarchie. L'idée, c'est de ne pas en avoir 17. Exactement. Le plus c'est aplati, le plus d'abord, les gens sentent qu'ils ont un impact et qu'ils peuvent contribuer davantage à l'organisation, pas juste être des exécutants passifs. Non, il faut que ça soit partie prenante de leur quotidien. C'est ça. Parfait. Quel avantage ça vous donne à vous autres, que ce soit concurrentiel ou en termes d'embauche et de rétention, si je peux dire? J'aime pas bien ce mot-là. Fidélisation. Ah, c'est bon, ça. Ah, c'est beau, hein? On a fait des ambassadeurs, là. Oui, exactement. Ben, en fait, nous, on n'a pratiquement pas de taux de roulement. Outre que les départs pour congé de maternité, mais ça, c'est pas un taux de roulement, c'est un congé de maternité. On s'entend. Mais le taux de roulement est très faible, mais c'est aussi, la marque employeur est très forte. Pour une petite équipe de 10 personnes, moi, ça prend environ 48 heures embaucher une nouvelle conseillère. Donc, dans un marché très concurrentiel, moi, recevoir des candidatures, tu sais, souvent, on en reçoit des dizaines. On a 3 candidats qui sont très excellents puis qu'on se demande lequel on va choisir. Donc, il n'y a pas, on choisit notre monde. On a la chance de pouvoir choisir. C'est bien. Est-ce qu'on passe à la troisième? Oui. Les entreprises progressistes délaissent le leadership directif puis vont vers un leadership soutenant. Donc, au lieu de donner des ordres, on se met au service des équipes. Oui. Ça, c'est ce que je fais la majorité de mon temps. Là. Moi, les gens m'appellent quand ils sont comme en panique, en fait. C'est comme, je suis débordée, je ne sais pas par où prendre, tu peux-tu venir jeter un coup d'œil? Donc là, je viens jeter un coup d'œil, mais je leur demande pas autre chose que est-ce que ça va? C'est vraiment ça. Leurs comptes rendus, ils le font elles-mêmes, ils s'autogèrent. Moi, mon rôle est plus un rôle de jardinière, donc de m'assurer que tout va bien. J'aime ça, c'est super fort comme métaphore, puis c'est souvent comme ça qu'il faut voir une équipe ou une entreprise. C'est pas des machines avec des morceaux puis des pièces dedans qui sont remplaçables. C'est plus comme un jardin qui ont besoin d'amour, ils ont besoin de se faire parler, ils ont besoin de soleil un peu, tu sais, puis quand tu mets ta passion, oui, c'est ça, puis quand tu y mets du temps, ça pousse puis ça fait des fleurs. C'est ça, puis par moments, des fois, il y a des mauvaises herbes qui poussent parce que, bon, on était trop occupés, qu'il faut prendre le temps de les arracher, puis de repartir, de labourer un peu à terre, puis on repart, t'sais. C'est ça. Mais c'est un... Maurice dirait que, dans le fond, une équipe et une entreprise, c'est un écosystème. C'est rempli d'être vivant. Hein? Tout à fait. Tu m'avais parlé, justement, en lien avec cette tendance-là, que vous n'utilisez pas, justement, les termes employeur puis employé. Hein? Nous, on utilise vous n'êtes pas très directif. Non, nous, nos rôles, tu sais, les postes qu'on a, on a 2 types de postes là, réellement qu'on se nomme comme titre. Il y a le mot co-entrepreneur, donc celui que j'ai et celui que Jean-Pierre a d'un point de vue, c'est nous qui entreprenons d'un point de vue global. Mais là, j'ai des co-intrapreneurs. Donc, l'ensemble de mes collaboratrices sont des co-intrapreneurs. Puis pour moi, c'est pas mes employés, c'est mes collègues, c'est mes collaboratrices. Puis très souvent, quand je parle de mes collaboratrices, les gens pensent que c'est justement des sous-traitants parce que je les appelle des collaboratrices, mais pour moi, c'est des collaboratrices, c'est des collègues et non des employés. Oui. Puis tu sais, souvent, on oublie un petit peu à quel point, en tant que dirigeant, appelons ça dirigeant dans le sens moderne du terme, là, on a plus besoin de nos employés qu'on a besoin de nous, tu sais. Eux font leur travail, puis si tout va bien, ça va bien. Si nous, on n'est pas là, ils sont capables de travailler. Si eux ne sont pas là, on ne peut pas tout faire. C'est important de se souvenir de ça. Hein. Puis c'est là l'écosystème, tu sais, on donne l'énergie, on en redonne, etc. Puis c'est le cycle. Oui, absolument. OK, allons voir la quatrième. Ça, c'est intéressant. J'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas dire. Les entreprises progressistes délaissent la planification prédictive pour aller vers l'expérimentation et l'adaptation.
Parce qu'on sait Ouais. très bien, toi et moi, regarde, tu veux, on commence la deuxième vague là, de COVID au Québec. S'il y avait des gens qui avaient planifié quoi que ce soit, c'est déjà à terre. OK? Ouais, C'est une situation extrême, mais ça arrive à tous les jours dans toutes les entreprises. On a tout à planifié fait. quelque chose sur un an, puis ça fait 2 semaines qu'on a fait ça marche déjà plus. Comment vous dealez avec ça, vous autres? Nous, on fait une planification stratégique annuelle. Toutefois, à chaque mois, elle est révisée. Donc, à chaque mois, on se redit, c'est-tu à jour? Y a-t-il des choses qu'on doit lancer plus rapidement? Tu sais, la réalité, nous, là, c'est que notre plan stratégique, par chance qu'on l'avait fait, parce que pendant le COVID, au lieu de faire notre plan stratégique en un an, on l'a fait en 4 mois. Donc, on a réussi à réaliser l'ensemble de notre plan stratégique en 4 mois. Que moi, je crois en la planification, mais je ne crois pas en une planification statique. Je crois en une planification qui va être agile. Donc, c'est là de dire à quel niveau je planifie. Je planifie-tu, voici mes orientations, mes projets que j'aimerais, ou je vais même dans le détail de mes projets. Puis c'est là qu'il faut, je pense, pas aller dans la carcasse de la planification puis dire comme, OK, je vais planifier tout mon échéancier, mes dates, Non, je planifie ce que je veux mettre en place. Puis après, quand l'initiative est là, le timing est bon, ben là, on lance l'initiative vraiment officiellement. OK. Est-ce que ça vous est arrivé d'être complètement dans le champ et d'avoir à tout réviser, tout revoir? Bien, étant donné que nous, c'est très light comme planification, tu sais, c'est pas, je te dirais, il y a peut-être au niveau du budget que c'est surprenant, mais tu sais, nous, on est très, en fait, pessimiste quand on planifie. Donc, on est souvent surpris. Donc, on n'est pas très optimiste. Donc, on se dit tout le temps, bon, ben, le minimum qu'on aimerait faire, c'est ça. Que, tu sais, OK. si on n'atteint pas le minimum, c'est parce qu'on on se l'est dit que c'était ça. On est très pessimiste dans notre planification, donc on est souvent, au contraire, beaucoup plus surpris. Les choses vont plus vite que notre planification. Puis c'est ça qu'on veut, en fait. On veut se dire comme, au minimum, ben voici, on est correct, puis on sera surpris, puis on sera heureux si ça va mieux. C'est bon. La cinquième tendance des entreprises progressistes, elle délaisse les règles et le contrôle pour se tourner vers la liberté de travail et la confiance. Ça aide, ça, pendant le COVID puis le télétravail, hein? Oui, mais tu vois, moi, je ne suis pas pour délaisser les règles parce que pour moi, la liberté vient avec des règles du jeu. La liberté de chacun arrête où est-ce que celle de l'autre commence. Donc, si on se dit, OK, ben, je suis libre, ben, au final, je ne suis pas libre, je nuis souvent à la liberté de l'autre. Tu sais, pour moi, exemple, les règles du jeu de se dire, ben, moi, quand je m'engage pour un certain date ou un certain échéancier, je le respecte parce que ma collègue, après, elle va prendre la balle bâton à partir de cette date-là, puis je la mets sous pression si je ne le fais pas pour ce moment-là. Pour moi, je vois vraiment l'entreprise responsabilisée et libérée comme une game de soccer. Tu es libre quand tu joues, mais il faut quand même que tu respectes les règles du terrain. Tu ne peux pas t'amuser à réinventer les règles pendant que tu es en train de jouer. Réinventons-les sur le banc. Assurons-nous qu'on joue dans le même jeu. Puis après, tu sais, parce que sinon, c'est le bordel. Si moi, je pense que je joue au soccer, puis l'autre, il pense qu'il est au water polo, on n'est pas tout dans le même game. Ah, c'est bon, ça. Nous, ce qu'on propose aux équipes, souvent, c'est un objectif super clair, puis un terrain de jeu, pour garder l'analogie du sport. Le terrain de jeu est délimité par des contraintes. Donc, c'est sûr que tu as un budget à respecter, puis tu as une date de tombée à respecter, puis il faut que tu travailles avec le client pour lequel tu travailles, puis il faut que tu collabores avec d'autres départements, mettons. Tout à fait. Mais là-dedans, là, fais bien ce que tu veux, si ça atteint l'objectif, puis que tu es dans ton carré de sable. Exactement. Puis si tu n'as pas d'incidence, moi, je dis tout le temps, si tu n'as pas d'incidence négative sur les autres, parce qu'il y a beaucoup ça dans la liberté individuelle, il faut aussi, moi, je compte beaucoup plus la liberté collective comme équipe que la liberté individuelle. OK, j'aime ça. Comment tu le fais vivre, ça, la liberté collective? La liberté collective, c'est de se dire comme voici à quoi je m'engage, puis c'est transparent envers tout le monde. Ah. Puis là, de se le dire après, hey, si tu fais ça, tu me nuis à moi, puis qu'il y a un langage. Que nous, chaque semaine, on se met carte sur table, une fois par semaine, pour dire voici qu'est-ce que je m'engage. Puis là, il y en a une qui est comme débordée, puis là, le monde va se retourner faire comme pas de bon sens ce que tu fais, là, t'es bien trop débordé, on va t'aider. Donc, liberté collective en ayant ensemble. Puis, tu sais, tu vois, dans nos forces, on a fait notre diagnostic justement stratégique dernièrement. Puis, la plus grande force chez nous, c'est l'esprit d'équipe, pas l'esprit d'équipe d'une employée envers Kaboom. Une employée envers d'autres employés. Pour moi, là, tu sais, c'est l'esprit d'équipe, c'est pas le sentiment d'appartenance à l'entreprise, parce que ça, c'est une entité à part. Là. Ouais. Mais l'esprit d'équipe, pour moi, c'est entre les filles, entre elles, puis ils disent, moi, là, j'ai aucun problème d'aider ma collègue.
Tu sais, puis même si j'avais prévu ça, on gagne ensemble, on perd ensemble. Pour moi, c'est ça la liberté collective. Super. On va aller voir la 6e tendance. Les entreprises progressistes délaissent l'autorité centralisée pour se retourner vers l'autorité distribuée. Ça, c'est intéressant parce que nous, c'est ça qu'on a mis en place d'un point de vue, on a mis en place ce qu'on appelle des cellules. Donc, c'est-à-dire que chaque cellule a une représentante. C'est celle-là qui est la gardienne de les pouvoirs de cette cellule-là. Puis nous, tout le monde est gardien d'une cellule. Donc, tout le monde est gardien d'un certain sujet. Donc, au lieu, tu sais, puis dans une équipe de 10, habituellement, on s'entend, là, le pouvoir serait centralisé sur 1-2 personnes. Là, il est décentralisé sur 10 personnes. Oui. Puis, est-ce que vous vous êtes donné des règles à travers ces cellules-là, justement, pour pas qu'il y ait de l'abus de pouvoir? Oui, il y a des certains quorums. Par exemple, pour telle décision, il faut qu'il y ait minimum 3 personnes qui soient informées et d'accord. Donc, ça j'adore la règle du quorum, là. Ça, c'est génial, la règle de 3, le triable, OK? Oui. Puis, tu es capable tu as une idée ou tu as une intention, puis tu es capable de convaincre 2 personnes qui vont vivre avec l'impact de ton intention. C'est probablement une bonne idée. Si les 2 ne sont pas d'accord, peut-être revoir. Tu sais, c'est ça qui est intéressant parce que nous, ce qu'ils font souvent, c'est parce que, tu sais, il y a des décisions, par exemple, d'arrêter d'un mandat. Nous, c'est la personne qui est sur le mandat qui a le droit de demander l'arrêt, puis il faut qu'il y ait la confirmation du vendeur, qui peut être une personne en gouvernance ou pas. Okay. Puis c'est là qu'il y a une triade qui se forme pour dire, OK, ce client-là, est-ce que ça arrête ou pas? Ou est-ce qu'on va de l'avant avec ce méga gros projet-là? Donc, il y a vraiment une triade qui se forme, puis on s'assure qu'il y a au moins 3 personnes qui est all-in pour faire ce projet ou cette décision-là. Tu me disais, la fois, quand on s'est parlé avant le podcast, les co-entrepreneurs, donc les patrons, n'avaient pas de droit de veto sur les mandats. Non, puis c'est là que c'est intéressant, tu sais, comme si le seul droit de veto que j'ai, c'est quand je vois que c'est pas en respect avec les valeurs et la mission de l'entreprise. C'est le seul droit de veto que j'ai. Après, si le mandat il est bifurqué, personnalisé, puis que la conseillère est 100% à l'aise, puis que ça répond aux objectifs du client, je peux même pas m'en mêler. Tu me racontais au moment où on s'est parlé que vous étiez en train justement de faire votre planification stratégique, puis c'était les employés qui le faisaient, puis ils vous passaient en entrevue pour vous poser des questions. C'est bon, qu'est-ce que ça a donné? C'est vraiment le fun. En fait, là, tu vois, on est à la phase diagnostic. Ils nous ont présenté justement vendredi dernier notre diagnostic. Puis, Jean-Pierre et moi, on n'avait comme participé à aucune élaboration. Puis pourtant, c'est ça notre métier, faire la planification stratégique. Puis seulement, c'est moi qui présente. Puis là, je me suis fait présenter par... il y avait une équipe qui faisait l'analyse externe, l'autre interne, puis l'autre la revue de l'année passée. Puis c'est tellement surprenant parce que, tu sais, surprenant ou pas, tu sais, mais c'est mieux que ce que j'aurais fait, tu sais. C'était complet. Je trouvais que, tu sais, ils nous ont d'ailleurs soulevé le point que depuis 3 ans, on était beaucoup en innovation, puis que l'année prochaine, ça serait une année de consolidation. Tu sais, c'était des pistes super intéressantes. Tu sais, quand on est entrepreneur, au début, on fait tout le temps un peu de tout. Oui. Plus on a du monde, moins on est habitué à tout faire. Fait qu'on perd une certaine perspective, hein, d'être sur le plancher, là, si je peux dire. Oui. Hein. Fait que, des fois, tu sais, ceux qui sont le plus proches du problème, c'est souvent les meilleurs placés pour le régler. Hein. Ah, tellement. Puis c'est là que la décentralisation du pouvoir fait tout son sens. Oui. Moi, décentraliser, j'aime utiliser une analogie qui je trouve super puissante, j'appelle ça abaisser le centre de gravité de la prise de décision. Fait que ça tombe de moins haut et ça fait moins mal. Vraiment. J'aime ça. On va voir le point numéro 7, là, la 7e tendance. Les entreprises progressistes délaissent le secret et le contrôle de l'information et adoptent la transparence, des fois jusqu'à radicale. Vous n'avez pas d'excuse. Nous, on est très radical là-dessus. Ouais. De parce que je pense que moi, j'ai été élevée dans un environnement familial radical d'un point de vue de transparence et information. Tu sais, je savais c'est quoi les enjeux des finances personnelles de mes parents. Tu sais, c'était super ouvert. Donc, j'ai jamais... Pour moi, c'était comme... Moi, parler d'argent puis te demander c'est quoi ton salaire, je comprends pas c'est quoi ton malaise parce que pour moi, c'était toujours discuté autour de la table en famille. Donc, qui fait en sorte que personnellement, moi, ça c'est vraiment quelque chose qui teinte, tu sais, c'est Catherine Dubé qui a teinté vraiment cette transparence-là. Mais chez nous, les états financiers sont transparents, tout le monde a accès avec, tu sais, on a QuickBooks, là, puis tout le monde a son compte QuickBooks. Tout le monde, dans le bureau, a son compte QuickBooks pour aller voir où est-ce qu'il en est la facturation, où est-ce qu'il en est les paiements.
on montre combien il y a dans le compte en banque chaque semaine. Les gens connaissent, peuvent aller voir les salaires. Ça, c'est une option. L'accès à l'information est là. Puis si les gens n'ont pas envie d'y aller, ils ne sont pas obligés. Moi, je ne force pas. C'est là la transparence. J'ai trouvé l'équilibre dans dire l'information sera présente. Si toi, tu as une question, une information, une curiosité, elle est là. Si toi, tu as un malaise, je respecte ton malaise. Puis je ne t'oblige pas à aller voir cette information. J'aime beaucoup ça. On parle beaucoup d'extrêmes en ce moment. Tu sais, est-ce que ça va être 100% télétravail, 100% bureau? Qu'est-ce qui est arrivé à juste avoir l'option? Je trouve que plus tu as d'options, plus tu es, je vais dire, en guillemets, libre. Tu sais? Oui, ben oui. Donc, j'aime ça que vous laissiez l'option. L'information est là pour ceux que ça leur tente, ceux qui veulent faire quelque chose. Parce que des fois, avoir des états financiers, faire comme, hey, j'ai une idée qui peut nous rapporter des revenus, c'est une bonne chose. C'est pas une mauvaise chose, tu sais. Non. Ou je sais comment on peut limiter certains coûts. Il faut que tu ailles cette information-là pour pouvoir le faire. OK? Fait qu'en la contrôlant, cette information-là, tu t'assures que personne ne va amener ses idées. Ce que je ne suis pas un grand fan de ça. De l'autre côté, tu ne veux pas forcer non plus les gens à tiens, l'information est là, faites quoi avec? T'sais? Au moins que ce soit leur job. Non. Puis c'est là, tu sais, exemple, moi, nous, on a les salaires qui sont transparents chez nous. Mais il y en a que ça les rend bien mal à l'aise de savoir le salaire de leurs collègues, puis ça leur tente pas. Mais ça leur dérange pas que les gens sachent le leur. Mais d'aller voir combien chaque personne est payée, ils sont comme, oh, ça m'amène quoi? Ça m'amène rien, tandis que d'autres aiment le comprendre, aiment le savoir, puis aiment savoir c'est quoi les attentes par rapport à chacune. Donc, c'est propre à chacun. Est-ce que tu dis que c'est assez radical? Il y en a qui vont même plus loin que radical, dans le sens, tous les meetings sont enregistrés, sont sur le réseau. Les meetings où on dit que 3 personnes sont en danger parce que leur attitude ne convient pas, c'est disponible à tout le monde. Puis les meetings qui disent, je ne sais pas moi, on est 2 millions dans le trou, puis il va falloir faire quelque chose, c'est disponible à tout le monde. Ça peut être dangereux pour certains. Pas vraiment, ça peut être malaisant. De l'autre côté, on peut peut-être mettre notre cerveau ensemble pour régler ces problèmes-là. Ça, c'est comme un peu le meeting enregistré. Moi, ce que je pense que ça crée, c'est au contraire, il n'y a plus de spontanéité et transparence réelle entre les gens. Parce que moi, là, en réalité, si je ne suis pas à l'aise, exemple, avec Andréane, puis j'ai un conflit avec elle, ben, je veux pouvoir le régler, puis je veux pouvoir être capable d'y en parler. Puis si on n'est pas d'accord, puis qu'au final, on est d'accord au bout de la discussion, les gens n'ont pas nécessairement à vivre ça. Puis c'est très... Moi, je trouve que là, on empiète un peu sur la liberté individuelle. Là, on est comme... Tu sais, pour moi, en dire, on a eu un meeting sur tel sujet, voici les décisions, puis les rendre transparentes, c'est une chose. Mais que le processus décisionnel, tu sais, c'est comme se dire on est tout nu tout le temps, là. Oui, c'est ça. C'est quand même tout le monde, hein? Il y a pas beaucoup de compagnies qui font ça, puis je te garantis que c'est pas pour tout le monde. Il y en a beaucoup, mais tu sais, c'est ce genre de compagnie qui te donne 5 000 $ si tu t'en vas parce que ils veulent que tu sois là parce que t'es bien. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, en même temps, est-ce que je serais réellement authentique tout le temps, me sachant enregistrer? Très bonne question, hein? Est-ce que les gens à occupation double sont authentiques tout le temps? Oh, c'est excellent! J'adore! C'est ça, c'est pareil. Ouais. Ils sont enregistrés 24/7. Je dis pas que l'extrême, c'est ce qui est bon, hein? C'est que c'est jusque-là que certaines compagnies vont, tu sais. C'est ça. Il y a des discussions que tu vas avoir en one-on-one, mais il ne faut pas que ça soit enregistré, là, tu sais. Non, c'est ça. Il y a peut-être des discussions qui n'arrivent pas à cause de ça. Ben, peut-être. Voilà. On va aller au point 8. Oui. Les entreprises progressistes délaissent les descriptions de postes statiques et se tournent vers le talent, la maîtrise et les rôles dynamiques. Ça veut dire on n'attend pas qu'il y ait un trou pour trouver quelqu'un qui rentre dans le trou. On prend quelqu'un qui est bon, puis on trouve une place pour lui. Entre autres, ça veut dire entre autres ça. Oui. Nous, c'est... ben, tu vois, c'est là que les gens disent « Ah, mon Dieu, notre structure organisationnelle, elle bouge tellement, c'est étourdissant. » Mais c'est une conséquence de ce type d'entreprise-là. Moi, je pense que ça va toujours être là. Je pense que le fait qu'on se réinvente, puis tu sais, comme la réalité, là, c'est que Camille, elle part en congé de maternité au mois d'octobre, ben, Camille, elle laisse un trou, puis ben, le trou, il va pas rester là vide, là, puis en attendant, wow, tous ces rôles vont être comme redispatchés. On n'embauche pas pour l'instant parce que Roxane revient de congé maternité en 2021, que tu sais, on est comme, on sort dispatch ça, on regarde qu'est-ce qui nous va le mieux, c'est quoi nos plus grands talents pour chaque chose, puis la vie continue, tu sais. Mais ça, pour moi, c'est être agile d'un point de vue structure. Puis les talents, après, tu sais, comme pour moi, une personne rentre parce que, bon, ben, elle a un talent qui fit puis qu'on a un besoin.
Mais est-ce qu'on est capable d'identifier jour zéro les talents de la personne au complet? Jamais. Non, non, mais c'est quelque chose qui va émerger. Ben oui, Là, puis de il faut te laisser rendre la compte, chance. ah, bonjour, Pitou. Clara s'est jointe à nous. Te rendre compte que quelqu'un apporterait clairement plus de valeur dans un autre champ de compétences, puis la laisser dans le premier trou parce qu'elle a rempli le trou, c'est la pire chose à faire. Là. Ah oui, Et à chaque vraiment. fois que j'ai un travail ou un mandat, je prends la peine de le dire en entrevue ou quand je commence, tu sais, la pire affaire à me faire, c'est me parker d'une place parce que c'est là que je suis supposé être. De toute façon, je ne me contenterai pas de ça. Tu sais, je vais aller voir où est-ce que je peux apporter plus de valeur. Parce que si où je suis en ce moment n'en apporte pas, et tu me payes bien trop cher pour cher à rien. Tu sais. Ah, tellement, tellement. Puis tu sais, il faut apprendre par contre aux gens, puis ça, je pense que c'est pas inné au Québec, mais apprendre aux gens de se dire comme je pourrais servir à plus. Oui. Et tu sais, une des phrases les plus puissantes, je pense, en entreprise, là, puis qui n'est pas assez utilisée, parce qu'il y en a qui sentent qu'ils n'ont pas le droit. Comment je peux t'aider? Je vais aller t'aider. Mais là, après ça, tu sais, quand tu te fais dire oui, mais c'est parce que où tu vas loguer ça, c'est pas ta job. Tu sais, où c'est que tu vas facturer ton temps? Tu as aidé quelqu'un d'autre qui n'est pas ton dossier. Correct. Prochaine fois, je vais le laisser crever dans son dossier. C'est ça que ça donne, là. Ouais. Ah oui. Donc, juste savoir la possibilité d'aller utiliser tes connaissances et ton expertise pour aider quelqu'un d'autre. Juste ça, déjà, c'est des affaires que tu ne trouves pas dans beaucoup d'entreprises. Tout à fait. On va aller voir la dernière tendance. Oui. C'est la plus importante, je trouve. On délaisse le volume et les heures de travail, puis on se concentre sur la valeur et l'impact apporté. Ça veut dire que, puis ça, évidemment, c'est très, très dur d'aller jusqu'au bout, là, valeur et l'impact. Ça veut dire que tu ne comptes plus ton temps. Bien, les entreprises ne sont pas prêtes à faire ce saut-là. Donc, c'est plus important d'avoir un impact puis d'apporter de la valeur que de faire ton 37h30. Parce que tu peux en faire des 37h30 qui apportent absolument rien à une entreprise. Mais c'est ça qui est calculé, fait que c'est ça que les gens font. Je ne dis pas que les gens ne font pas de valeur, mais les gens s'assurent que leurs heures sont faites puis ils ne sont pas dans le trouble. Comment vous vous portez là-dedans, vous autres? Où est-ce que vous vous situez? Nous, on est comme dans un hybride là-dedans. Ouais. Avant la pandémie, on était tout le monde des salariés annuels, puis on ne mesurait pas notre heure, on mesurait le livrable. Qu'est-ce qu'on a fait dans notre semaine, puis qu'est-ce qu'on a livré? Ce qu'on s'est rendu compte pendant la pandémie, puis avec le télétravail, vraiment, c'est beaucoup lié au télétravail, notre réflexion, c'est qu'on n'a pas tous la même capacité de livrer en télétravail. Okay? Il y en a qui sont très productifs. Quand on jouait tous dans le même jeu, c'était facile, mais là, il y en a qui sont en présentiel, d'autres en virtuel. Et là, c'est devenu très complexe. Puis, il y a eu un sentiment d'inéquité au sein de l'équipe parce qu'il y en a qui étaient capables de livrer seulement 7 livrables, d'autres 9 livrables. Puis là, comment tu rémunères ça? Puis là, c'était comme un vrai bordel. Puis est-ce qu'on compte vraiment le nombre de livrables? Oui, on comptait le... Nous, c'était comme le nombre de livrables qui était comme... un livrable, c'est en demi-journée. OK. Mais si tu découpes tes livrables en plus petits, là, je peux faire 14 livrables au lieu de 7? Nous, c'est vraiment, il y a un poids. Tu sais, comme un livrable exact, c'est 3 points. Tu sais, si tu as des 3 petits livrables, ils valent pour 1 point chacun. Okay, c'est un nombre de pointages. C'était vraiment un livrable, c'est un pointage. Puis c'est comme une grosse tâche et séparée en plus petites tâches. Tu sais, comme quelque chose qui prend 40 heures, là, équivalent, va être découpé en une dizaine de livrables. Donc, c'est vraiment segmenté. OK. Est-ce que vos livrables contribuent toutes à l'avancement de l'entreprise vers ses objectifs? Oui. C'est obligé parce qu'il faut que ça soit qu'est-ce que ça amène au final. Donc, il y a juste un livrable par semaine qui est un wrap-up, qu'on a le droit. Qui est comme qui fait rien avancer en réalité, qui est juste comme on en est où? Je comprends. On fait un statut, un état. Les 9 autres sont des valeurs ajoutées. Il y en a un 10e qui est vraiment j'en suis où là? Juste prendre le temps là, de me replanifier pour pas être pas le pas de tête. Je comprends. Comment vous le savez que les livrables apportent de la valeur ou ont un impact sur l'entreprise? Qu'est-ce qui régit, genre, si on le fait? Parce que moi, ce que je comprends, c'est que si ça n'apporte pas rien, ça n'amène pas l'entreprise vers son objectif, on ne le fait pas. On a tellement d'objectifs, là. Nous, on mesure tout par objectif. Chaque équipe de travail a ses objectifs. Puis, tu sais, comment on sait que ça avance? Bien, est-ce que le projet est dans le vert tout le temps? Il est tombé dans le jaune ou dans le rouge? Donc, déjà là, en partant, puis tu sais, pour un projet dans le vert, c'est que la satisfaction client est minimum ça, l'échéancier minimum ça, puis le budget minimum ça. Donc, on a déjà ce point-là. Pour toutes les autres tâches connexes,
Il y a des objectifs liés au plan stratégique qui sont découlés en objectifs tactiques puis opérationnels. Puis est-ce que ces objectifs-là sont vérifiés semaine après semaine? En fait, nous, on gère par objectif. C'est vraiment comme, il y en est où l'objectif? Est-ce que j'ai avancé ou pas? Parfait. À quel point les collaborateurs peuvent challenger les objectifs? C'est eux qui définissent. Ah, c'est simple. Ils peuvent pas. Ben, en fait, toi qui vas les challenger. Ben oui, moi, c'est plus moi qui challenge que l'inverse. C'est parce qu'ils définissent, puis entre elles, ils challengent beaucoup les filles, tu sais, comme d'un point de vue comme tu penses vraiment faire ça comme ça, toi, tu sais, comme je vais t'aider, ou il me semble que tu t'es pas mis assez de temps parce que honnêtement, j'ai jamais vu quelqu'un faire ça aussi vite. Donc, tu sais, il y a vraiment dans les deux sens, ils se challengent sur l'atteinte des objectifs, ils définissent ensemble les objectifs. Tu sais, comme exemple, la personne qui est aux communications marketing chez nous, Laurie, ben, elle s'est défini son plan. C'est elle qui fait son plan. C'est elle qui fait son suivi de plan. Que, après, moi, je fais juste savoir il est où le plan. Et il y en est où. Mais c'est elle qui définit le plan. Il est disponible pour tout le monde? Oui, il est disponible pour tout le monde, tout le temps. C'est bon, ça. Et vous êtes pas pire en tabarnouche. Pas pire quand même. Hein? Hey, écoute, sérieusement, je veux dire, j'ai travaillé à beaucoup d'endroits, puis c'est rare que j'ai vu plus que 2 ou 3 tendances qui étaient qui sortent un petit peu du lot. Je suis curieux de savoir comment ça s'est passé pour vous, là, le 23 mars dernier. Là. On annonce qu'il va y avoir un confinement. Ça s'est passé comment? Il y a une cellule de crise qui a été mise en place. Puis ça a été pas facile d'un point de vue humain parce que pour moi, à ce moment-là, le cash flow de Kobo n'était pas le plus élevé. En fait, on était en dessous de notre objectif. En fait, c'était le 13 mars. Le 23, c'était le confinement. Okay. Mais le 13 mars, c'était la fermeture des écoles. Ah, donc, voilà. La fermeture des écoles, puis c'était un vendredi 13, je m'en souviens. On dirait que ça m'a traumatisé que c'est un vendredi 13. Puis il n'y a personne qui en a parlé que c'était un vendredi 13, mais bref. Mon petit côté ésotérique a fait comme « Oh my God, il y a quelque chose derrière cette journée-là. » Donc, un vendredi 13, moi, ce que j'ai fait, c'est que le dimanche 15, je me suis assise avec Jean-Pierre. J'ai dit « Il faut qu'on s'assoie au bureau, il faut qu'on fasse un plan. » Parce que d'un point de vue financier, pour moi, c'était hors de question qu'on brûle le cash flow. Que nous, ça a été très rapide. Avant même le confinement, nous, il y a eu la moitié de l'équipe qui a été mise à pied temporairement d'une question. Puis, c'était super transparent. C'est de dire « Regardez les filles, vous savez que le cash flow, si... » Parce qu'on le savait, nous, on est un service non essentiel, on a du conseil. Là, je ne suis pas de la bouffe. Nos clients, c'était clair qu'ils n'allaient pas payer en 30 jours. Là, ce qui était dû, puis même si on avait comme des belles ventes qui s'en venaient, la réalité, c'est qu'il faut que je fasse perdurer l'entreprise le plus longtemps possible. Il y a eu des mises à pied temporaires. Au mois d'avril, on s'est retrouvés vraiment juste Jean-Pierre et moi pendant une semaine, puis là, l'équipe a reparti après. Donc, on a réussi à rappeler tout le monde, on a même réussi à avoir une embauche, mais ça a vraiment déstabilisé l'équipe, l'attitude, parce que, tu sais, d'un point de vue, puis là, ça a sensibilisé beaucoup l'équipe à l'importance du fonds d'urgence. Donc, nécessairement, là, maintenant, on a le fonds d'urgence qui est présent, mais avant, le fonds d'urgence, tu sais, comme en entreprise responsabilisée, moi, j'ai toujours eu un fonds d'urgence quand c'est moi qui gérais 100% comme directrice générale. Depuis que c'était autogéré, je m'étais moins mis le nez dedans, je faisais vraiment confiance, puis le fonds d'urgence, ça n'existait plus. Donc, nécessairement, il y a une plus grande conscience de tout le monde de l'importance d'un fonds d'urgence d'un point de vue financier parce que c'était des décisions financières, c'était des décisions de dire vos emplois dépendent de ça parce que si j'ai plus de fonds de roulement, après, ben, je ne serais pas capable de repartir. Donc, ça a été difficile, mais pour moi, ça a été un extrêmement bon apprentissage. Puis c'est là qu'on voit c'est quoi le rôle d'un co-entrepreneur puis co-intrapreneur. Je ne peux pas demander à des co-entrepreneurs de choisir qui quitte le bateau. Pour moi, c'est super. C'est le rôle du capitaine. C'est quoi le rôle d'un entrepreneur? C'est d'être là quand ça ne va pas. Quand ça va bien, tu peux le prendre en vacances, mais quand ça ne va pas, c'est ta responsabilité, c'est tes décisions, puis c'est les miennes. Chez les pirates, les vrais pirates du 18e siècle, le capitaine était élu démocratiquement. Okay? C'était l'équipage qui choisissait son capitaine. Puis son objectif, c'était d'assurer la pérennité de l'équipage, d'assurer qu'il peut manger et qu'il peut survivre. Mais en temps de bataille, en temps de guerre, comme la COVID, le capitaine avait le droit, c'était le droit de parole final. C'est lui qui collait toutes les shots. C'était pas le temps de passer au vote. Quand on revenait en temps normal, là, si le capitaine avait une décision qui était un petit peu houleuse, l'équipage pouvait dire « on n'est pas d'accord avec ça, on va voter ». Mais en temps de guerre comme ça, le capitaine devait avoir le dernier mot parce que c'est pour ça que tu es là. C'est pour gérer les crises. C'est un peu ça qui s'est arrivé dans le fond. Oui,
Moi, j'adore le rôle du capitaine. Là, pour moi, je suis très, très, très bien dans ce rôle-là. Moi, prendre des décisions, j'ai un thinking très business. Dans mon profil, tu sais, les couleurs là, de profil psychométrique, moi, je suis rouge à 93%, que moi, prendre des décisions difficiles, c'est vraiment pas difficile. C'est difficile humainement. Mais d'un point de vue comme business, je suis très capable de me dépersonnaliser, moi, de Catherine versus, Catherine Dubé, femme, amie, conjointe, etc. Versus Catherine Dubé, entrepreneur, c'est pas la même responsabilité. Je peux pas gérer avec... Quand tu es en période de crise, c'est pas juste une question de cœur, c'est une question de pérennité. Puis, nous, notre vision, c'est de se réinventer sur 7 générations. C'est hors de question que je sois la deuxième et que ça arrête, Oui, je comprends. Là, la deuxième vague, bon, certains disent qu'elle a commencé, d'autres disent qu'elle s'en vient. Oui. Que vous avez appris, puis que vous... dans le fond, à quel point vous êtes mieux prêt là, pour la deuxième vague? Bien, la réalité, c'est que là, maintenant, nous, on a travaillé différemment pour... Tu sais, quand tu disais la planification, là, on était très agile avant, très, naviguer. Là, notre planif est beaucoup plus prête. Puis, en fait, notre hiver là, jusqu'en décembre, les 3 mois devant moi sont 100% bookés. Deuxième vague ou pas. Moi, ce que je suis en train de préparer, c'est l'hiver. Que moi, ce qui m'inquiète plus, c'est que les projets, le gouvernement, il va-tu un jour annoncer son foutu plan de relance? Parce que clairement, il ne vient pas. On va attendre, on va être patient. Mais il n'est toujours pas là. Mais sinon, on travaille fort pour l'année d'hiver. Puis de la façon qu'on est préparé, bien, nécessairement, les rôles, les responsabilités sont révisés. On était déjà prêts en télétravail, mais là, nous, dès que c'est tombé orange, tout le monde est retourné chez eux, puis on ne fait plus de présentiel. Comme on est déjà, nous, on est dans la deuxième vague en ce moment. On gère comme une deuxième vague. C'est bon. C'est quoi votre plus gros problème en ce moment? Là? Non-obstant COVID ou pas, là? COVID ou pas, le plus gros problème, en fait, Qu'est-ce qui fait que tu te casses la tête dans ta douche le matin? En fait, c'est que Jean-Pierre puisse ralentir. Ça, pour moi, c'est mon plus gros enjeu. Mon père puisse partir en vacances. Je sais qu'il dort, c'est un anxieux. Puis la deuxième vague, le stress, très, 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 très fort. Lâcher prise un peu? Oui. Est-ce qu'il est indispensable un peu à l'entreprise? Ben, tout le monde, comme personne n'est indispensable, mais tout le monde l'est. Puis Jean-Pierre, nécessairement, veut pas, c'est lui notre vache à lait d'un point de vue vente. Depuis 30 ans en conseil, on s'entend, ça ne s'efface pas. C'est le téléphone sonne, les gens connaissent Jean-Pierre. Même si Koboom existe depuis 2010, la majorité, 70% de nos ventes, c'est des clients récurrents. On s'entend que ça ne dépend pas nécessairement de Jean-Pierre, mais le 30% de nouveaux, ils dépendent beaucoup de Jean-Pierre. Donc, c'est ça. Je te dirais, c'est moi, mon plus gros problème, c'est d'assurer que mon père puisse faire ce qu'il veut, qu'il soit libre, tu sais. Ben oui, parce qu'on va faire quoi quand il va prendre sa retraite? Il veut pas, mais c'est pas grave, je le prépare. Il veut pas? Grave. Non, il pas avant 75 ans. Ça, c'est mon père, il a 58, là, 75 ans, c'est dans longtemps. Ouais. J'ai le temps d'avoir des enfants et qu'ils soient majeurs, tu sais. Ah, OK. Bon, OK. Fait que tu peux y penser un peu. Mais même à ça, c'est pas une raison de travailler autant. Non. Bon, mais j'espère qu'il écoute ça et qu'il va penser à comment est-ce qu'il peut régler ce problème-là. Ouais. Si on veut en savoir plus sur Koboom, où est-ce qu'on va? Et Koboom, là, le site web, il n'est pas à jour, mais il va avoir un lancement de nouveau site web en octobre. Mais sur koboom.co, on nous suit aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Moi, personnellement aussi, sur ma page personnelle LinkedIn, je publie beaucoup. Donc, c'est pas mal là qu'on peut... On peut aller se connecter avec toi? Oui, tout à fait. Je vais mettre tous les liens dans le descriptif du podcast. Super. Catherine, merci beaucoup. Ça a été vraiment gentil. Donc, si jamais vous voulez vous connecter avec Catherine, LinkedIn, comme vous l'avez dit, puis koboom.co, puis on va faire un refresh dans une couple de semaines pour aller voir la nouvelle version, tu dis? Yes! Parfait. Écoute, j'espère que ça va bien aller et que vous allez owner la deuxième vague comme des champions. Vous le méritez. Puis, n'hésitez pas, si Copirate peut vous aider avec quoi que ce soit, on est là pour ça. Merci, Olivier. Merci. À la prochaine. Bye bye, Pirate.